Bon dimanche à tous. Ma récente vidéo a parlé d'Aïcha Koné et de son passeport. Et ce passeport nous a permis de découvrir ce qu'il y a de sale en Côte d'Ivoire. Comment on veut éliminer les Ivoiriens. Et là, je vous ai montré que la phrase de Kandia Camara est une feuille de route, un programme de gouvernement. Essayer de faire que les autochtones ivoiriens n'existent plus. Et si les autochtones ivoiriens n'existent plus, ce droit à l'autodétermination à l'ONU n'existe plus. Parce que l'autodétermination des peuples, c'est-à-dire quand les peuples ont le droit de décider pour eux-mêmes de leur futur, eh bien c'est lié aux peuples autochtones. Or, si la Côte d'Ivoire est remplie d'étrangers, il n'y a plus d'autochtones, eh bien la Côte d'Ivoire devient simplement une colonie, un territoire de la France. Il faut bien comprendre ce programme, cette feuille de route. S'il n'y a plus d'autochtones, la Côte d'Ivoire devient une colonie, donc un territoire français. Parce que les étrangers ne peuvent pas parler au nom des Ivoiriens s'il n'y a plus d'Ivoiriens. Ceci dit, j'ai voulu vous montrer, aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer un autre côté caché de ce divers que nous avons vu. Vous étiez tous choqués par l'insolence de cet enfant, de ce jeune, de ce nourrisson, moi j'appelle un nourrisson, qui parlait à Aïcha Koné de manière vulgaire, disons, qui était méchant avec une personne qui peut être sa grand-mère. Ce que nous n'enseignons pas à nos enfants. Parce qu'en Afrique, même les Européens, les Occidentaux sont étonnés de voir qu'on appelle les gens de l'âge de nos mamans ou de nos papas tonton, tanti. Et donc, je me suis demandé, mais qui est ce jeune? J'ai voulu fouiller pour comprendre qui sont ses parents, qui l'élève. Et vous allez voir que derrière tout ça, vous avez Dominique Ouattara, qui a dit qu'elle s'occupe d'une fondation qui a pour rôle de faire grandir les enfants africains. Je veux dire l'enfant africain, la fondation. Mais en réalité, on se rend compte que elle agit comme les grands pays qui recrutent leurs espions dans les orphelinats. Ils vont dans les orphelinats où les enfants n'ont plus de père, n'ont plus de parents. On les recrute, on paie leurs études et tout, et puis ils sont corps et âme pour la société d'espionnage, pour la nation. Mais ici, c'est pire. Ici, elle prend des jeunes dont elle s'occupe, parce qu'on l'a vu donner 500 000, je sais pas, 600 000 ou 500 000 extraits de naissance aux enfants d'apatrides, entre guillemets, dits apatrides, parce qu'il n'y a pas d'apatrides en Côte d'Ivoire depuis un temps. Les présidents Houphouët-Boigny avaient réglé ça depuis longtemps. Donc il n'y a pas d'apatrides. Mais elle a donné des extraits de naissance, ce qu'elle appelle extraits de naissance, qui sont en fait des jugements supplétifs, parce qu'un extrait de naissance te donne la date exacte de ta naissance. Un jugement supplétif, c'est quelque chose qu'on fait, un document qu'on fait, on te donne une année de naissance, comme ça. Eh bien, elle a remis des papiers à des enfants dits apatrides. Son problème de cacao-café a été mêlé aussi à l'achat des enfants qu'on achetait à 100 000 francs. Des enfants qui venaient d'ailleurs, dont je ne citerai pas le pays, par respect pour le pays, parce que ce n'est pas forcément que ces enfants viennent de ces pays. Ça peut être des orphelins qu'elle achetait à 100 000, 150 000, 200 000. Et quand l'affaire a éclaté et que ça risquait d'avoir une influence négative sur le cacao de ses enfants, elle est vite partie aux États-Unis. L'histoire est là, on la connaît. Mais ce que vous devez comprendre, c'est qu'elle est en train de lever une armée pour perpétuer son système, perpétuer le système. Pour ce faire, vous allez écouter ce petit passage de ce jeune qui n'avait rien à voir avec le discours. C'est-à-dire passer du passeport
d'Aïcha Kone et parler de Dominique, c'était pas logique. Et c'est là que tu comprends que cet enfant fait partie de la génération qui doit venir combattre nos enfants qui vont se battre, lutter pour la justice et la vérité. C'est-à-dire, si vous voyez que l'esclavage, la traite des Noirs a duré 300 ans, c'est parce qu'il y avait un système. Eh bien, elle perpétue le système à travers des personnes qu'on prend, qu'on aide. Et puis, ces personnes sont prêtes à donner leur vie pour ceux qui croient être leurs sauveurs. Vous voyez? Alors, vous allez écouter cette partie du discours de l'enfant qui n'avait rien à voir avec le passeport d'Aïcha Kone, mais qui dévoilait ainsi une armée souterraine au service de Dominique Ouattara. Écoutez. Non, notre papa a donné lui, tu vois, quand tu veux avancer dans la vie, tu vois, il faut avoir une grande dame à côté de toi. Voilà, il y a les gourmets de passer, tu vois, on ne rentre pas dans ça, faut pas rentrer dans les détails. Ma maman dit que... Alors je me suis dit, mais quelles sont les personnes, quels sont les parents de l'enfant? Est-ce que vous qui avez un enfant qui s'exprime comme ça, vous n'allez pas chercher à l'éduquer, à savoir qui il fréquente? Et puis j'ai cherché à savoir qui il fréquente. Regardez la personne qu'il fréquente. Eh bien, cette personne qu'il fréquente s'appelle Bob le mannequin. Et je vais vous faire voir la vidéo d'une Ivoirienne qui est choquée d'entendre les aveux de Bob le mannequin, qui, je crois, est devenu le maître à penser de ces jeunes enfants, des microbes en Côte d'Ivoire, des enfants, comme on dit, en conflit avec la loi. Mais eux, ils apprennent aux enfants à être en conflit avec la loi, puisque ils aident ces jeunes-là à violer la loi. Écoutez cette jeune Ivoirienne et vous comprendrez le sens de mon message. Le RHDP, complice des crimes de guerre en Côte d'Ivoire, on vous dit... Monsieur le procureur de la République ivoirienne, chers Ivoiriens, chères Ivoiriennes, bonjour. La jeunesse ivoirienne vous interpelle aujourd'hui. En effet, une vidéo circule partout sur les réseaux sociaux. On y voit un ancien rebelle avouer de sa propre bouche avoir mutilé les Ivoiriens pendant la crise post-électorale de 2010. Il reconnaît avoir créé des handicapés à vie à notre pays. Nous, les guerriers de la rue, on a une manière de torpiller une personne avant de le tuer. Vous savez, quand moi j'étais au pays, avant d'achever une personne, je cherchais d'abord à couper tous ces deux pieds, les nerfs qui sont derrière ces deux pieds-là, derrière ces talons-là. C'est les nerfs, moi je prenais ma machette pour couper. Et je n'ai rien à foutre. Il y a plein de personnes qui sont en Côte d'Ivoire aujourd'hui, sont handicapées. C'est moi qui ai fait. C'est incroyable. C'est incroyable. La justice ivoirienne est incroyable. Bravo. Et pendant que les victimes, nos parents, tentent encore de se reconstruire, pendant que des familles pleurent encore leur mort, cet homme, non, ce rebelle, au lieu d'être arrêté et entendu par la justice, est acclamé et célébré comme un héros dans un meeting du parti au pouvoir. Merci, monsieur le procureur. Comment expliquer que de tels aveux publics ne déclenchent aucune arrestation, aucune enquête, aucune poursuite? Comment comprendre que
que des bourreaux d'hier soient protégés pendant que vous concentrez vos efforts sur les internautes, dont le seul tort est de parler, de dénoncer et d'espérer une Côte d'Ivoire juste. La loi ivoirienne est claire, nul n'est au-dessus de la loi et tout crime doit être poursuivi, quelle que soit l'appartenance politique de son auteur. Votre silence, monsieur le procureur, risque de faire croire que la justice ivoirienne a deux visages, l'un dur avec les faibles et l'autre aveugle avec les puissants. Les Ivoiriens n'attendent pas de vous la politique, ils attendent la justice, celle qui protège les innocents et honore la mémoire des victimes. Vous avez entre vos mains le pouvoir de restaurer la confiance du peuple dans l'institution que vous représentez. Alors pour une fois, faites appliquer la loi. Montrez que la Côte d'Ivoire n'est pas un pays où on peut tuer, mutiler, puis être applaudi. L'histoire jugera chacun de nous. Et le silence, monsieur le procureur, face à l'injustice, c'est déjà une forme de complicité. Merci pour vos partages, pour vos abonnements et pour vos républications. Merci. Alors, après avoir écouté cette dame, cette jeune Ivoirienne, vous comprenez que les microbes ne sont pas des jeunes en conflit avec la loi, mais ce sont des jeunes protégés par la loi et qui sont encouragés à commettre des crimes, disons, à s'en prendre aux opposants, aux personnes comme le président Laurent Gbagbo, qui veulent une justice sociale. Alors, ces enfants de la favelas, comme le dit le mentor, appartiennent à des cartels de drogue et autres, et ne veulent pas que la justice soit instaurée en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi la justice sociale est intéressante pour Dominique Ouattara et pour ses enfants? Eh bien, je vous fais passer une vidéo pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Alors, on vous a toujours dit qu'il y a eu le syndicat agricole africain qui a permis de défendre les intérêts des Africains. Mais toutes les thèses qui parlent du syndicat agricole africain vous disent que c'est à partir du combat des agriculteurs que nous avons commencé à lutter en vue de la souveraineté des Ivoiriens, du peuple ivoirien. Vous voyez, il y a des éléments que nous avons connus avant l'indépendance et qui reviennent aujourd'hui. Il s'agit de quoi? Les terres de nos parents avaient été récupérées, prises par les colons. Et donc, on n'avait pas de terres cultivables. Aujourd'hui, nos terres sont encore prises par les gens d'Alassane Ouattara. Et quand vous arrivez à la justice pour défendre votre cause, on vous donne tort. Les produits agricoles étaient mal payés à l'époque. Les produits agricoles sous Alassane Ouattara sont mal payés aujourd'hui. Alors, vous devez comprendre que la politique de l'Élysée est décidée par les commerçants européens et surtout par les chocolatiers. Et Dominique Ouattara fait partie de ces gens et sa famille aussi. À l'époque où le président Laurent Gbagbo et ses 7 compagnons, parce qu'il y a eu 8 personnes qui ont créé le syndicat agricole africain, les Gabriel Dadier, les Djibril, les Kwame Nguessan, les Joseph Anoma, et toutes ces personnes-là, qui sont au nombre de 8, lorsqu'elles ont créé le syndicat agricole africain, Houphouët-Boigny avait été convoqué par le gouverneur au Sénégal, à Dakar. Pourquoi? Parce que les commerçants européens se sont plaints. Lorsqu'il y a eu la création des syndicats mixtes, il y avait 300 adhérents dans le syndicat mixte, mais il n'y avait que 4 personnes. 4 personnes, vous allez voir la vidéo de notre frère, 4 personnes, 4 Africains qui étaient représentés. Vous voyez, c'est-à-dire le syndicat agricole mixte devait défendre les intérêts des agriculteurs ivoiriens, mais dedans, sur 300 adhérents, on avait 4 Africains et tout le reste, c'était des Européens. Et vous voyez, donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils disaient, par exemple, que nos parents ne savaient pas, disons, ne cultivaient pas, ne prévoyaient pas leurs denrées alimentaires parce qu'ils consommaient tout, à tel point même qu'ils n'avaient même pas de grains pour semer la nourriture vivrière, alors que c'était dû à la politique française qui poussait nos parents à ne cultiver que les cultures d'exportation dont ils avaient, eux, besoin en France.
le cacao, le café, autres, et les vivriers, non. Vous voyez, aujourd'hui, les jeunes agriculteurs commencent à prendre conscience de l'importance des vivriers. Il ne s'agit pas seulement de produire du cacao, du café et autres. Il faut aussi produire à manger pour que nous n'ayons pas faim. Tout de suite, Dominique Ouattara est entré aussi dans le vivrier. Et on sait comment les femmes gourous, les dames fortes sont parties. Et aujourd'hui, c'est elle qui a aussi bien le cacao que les vivriers. Mais ce que je voudrais vous dire, qui a un lien avec Bob le mannequin et les autres, c'est que le président Houphouët-Boigny a été menacé. Si vous voyez Djibo Soukalo qui est resté maire de Bouaké pendant des années, c'est parce que ce fut l'une des personnes qui l'a protégé quand les Européens cherchaient à lui faire du mal. À chaque moment, nous avons eu des personnes qui ont cherché à nous faire du mal. Vous voyez? Mais il y a quelqu'un qui va être très important, un ami d'Aboisseau, je crois, qui va être très important dans le lien, dans les grandes décisions qui vont être prises en Côte d'Ivoire. Il s'agira de Bro Kablan Fulgence et de son fils Bro Gustave. Alors, pourquoi ce dernier fut si important? Parce qu'il y avait eu une loi à l'époque qui disait que pour recevoir les primes d'entretien des plantations de cacao et café, il fallait avoir 25 hectares, il faut être propriétaire de 25 hectares de ces produits-là, mais de 25 hectares collés. Alors, comme les autres Africains, les autres planteurs avaient des hectares, ils avaient 25 hectares, mais qui n'étaient pas collés, parce qu'ils étaient séparés par des marigots, par des pierres, et c'était lui, Bro Kablan Fulgence, qui avait eu cette possibilité-là. Donc, il siégeait parmi les syndicalistes, à la caisse et tout ça, au lieu où on devait octroyer les crédits aux Africains, et il est devenu une courroie, un homme important dans les décisions que prenait Houphouët-Boigny, dans les décisions que prenaient les chocolatiers. Je vais vous faire voir cette vidéo et vous allez comprendre qu'est-ce qui se cache derrière. Regardez cette histoire sur Bro Kablan Fulgence et son fils Bro Gustave. Regardez, et vous allez regarder surtout les gens qui vont aller les rencontrer. Parce que toutes les décisions qui sont prises en Côte d'Ivoire tenaient compte de sa prise de position. Regardez. Je vous explique. Monsieur Bro Kablan Fulgence avait un fils du nom de Bro Gustave. Et c'est lui qui a continué et terminé la mission de son père. En fait, monsieur Bro Gustave est un homme politique qui, accompagnant son père, a fait ses preuves et ses débuts dans la lutte colonialiste au sein du PDCI-RDA, a fini comme lui. Il était plus un homme d'affaires. Ivoirien du groupe ethnie Agni en provenance d'Aboisseau, il a vu le jour le 3 octobre 1929. Il a commencé ses études en Côte d'Ivoire jusqu'à être diplômé de l'école primaire supérieure de Bingerville et d'une école de comptabilité et gestion d'entreprises industrielles. À la mort de son père, c'est-à-dire M. Bro Fulgence, dont on a parlé tout à l'heure, Gustave Bro a hérité des vastes plantations de son père, puis intégré le parti et le syndicat pour continuer le dynamisme et la dynastie Bro, sans oublier le véritable combat pour l'agriculture africaine. En fait, entre 1943 et 1944, il devient un gros planteur autochtone, membre de la Chambre d'agriculture, c'est-à-dire qu'il a intégré la chambre close et réservée des planteurs qui avaient des exploitations d'au moins 25 hectares. Se réunissant fréquemment, malgré la distance qui les séparait, Oufoué et Georges Kassi étant à Yamoussoukro, Gabriel Dadier et Joseph Anoma à Agboville, Fulgence Bro et son fils Gustave à Aboisseau, etc., ils ont réussi à mettre en place une véritable association très puissante, le syndicat agricole africain. Créé en 1944, regroupant tous ces planteurs africains mécontents de leur sort, ce syndicat avait pour objectif de défendre les intérêts des planteurs autochtones lésés par l'administration coloniale qui sous-paye leur cacao. Juste après Houphouët-Boigny, M. Bro Gustave, déjà à l'époque propriétaire de l'une des plus vastes plantations dans la colonie, qui est aujourd'hui la Côte d'Ivoire, était lui aussi le pilier de l'économie ivoirienne et en général africaine. Il avait, et ce directement et obligatoirement, son mot à dire, et sa voix comptait beaucoup dans les formulations d'idées et prises de décisions. À l'époque, le syndicat agricole avait un gros problème qui lui était aussi spécifique, c'est la défense des droits et intérêts des agriculteurs africains.
Pour faire fonctionner le syndicat, il fallait une bonne économie. Ici, les cotisations étaient fixées à 100 francs CFA par an, ce qui représentait une petite fortune que seuls les gros planteurs de l'époque pouvaient payer. Bourg-Gustave a toujours été de ceux-là qui étaient en avance sur les dates de paiement et très engagés. Face aux problèmes que le syndicat a rencontrés, il a fait partie de ceux-là qui ont entamé les procédures et les plans internes pour permettre de rapidement contrecarrer l'adversaire et rencontrer le succès. Quand bien même très proche de Félix Houphouët-Boigny, il faut soigneusement noter qu'il n'a pas été parmi ceux-là qui, après avoir été cooptés et qui ont formé le gouvernement, permis à ce que la politique oufouettiste soit menée, ont fini immensement célèbre. En fait, après le gros travail accompli avec le président Houphouët-Boigny et tous les autres membres du syndicat agricole africain, M. Bourg-Gustave a été décoré au rang de chevalier de l'ordre national puis d'une décoration étrangère. Toutefois, dès 1970, il a tacitement intégré le gouvernement d'antan et a occupé une responsabilité qui lui est restée entre les mains jusqu'à ce qu'il soit épuisé. Tout le monde se souvient de lui lorsqu'il fut questeur de l'économie et sociale du pays. Il exécutera cette fonction pendant 30 ans et cède le fauteuil en l'an 2000. Il était aussi et surtout actionnaire majoritaire de grosses entreprises comme Unilever et bien d'autres. Il était parallèlement propriétaire de vastes patrimoines immobiliers en Côte d'Ivoire et dans le monde. Il est aussi très important de signifier que, grâce à sa bonne réputation, M. Bourg-Gustave s'est fait d'autres amis politiques comme M. et Mme Akang Djoué, anciens membres du gouvernement ivoirien. Les plus récents d'entre tous ses camarades sont M. et Mme Bédier, l'ancien ministre Émile Constant Bombé et bien d'autres hommes politiques ivoiriens bien connus. Tellement incontournable sur la scène politique, il y a également le jeune Soro, qui à l'époque étant Premier ministre, allait lui rendre des visites matinales pour goûter à sa sagesse, avec des conseils et consorts. M. Bourg-Gustave, aussi généreux, a créé des milliers d'emplois pour les habitants de la région du Saint-Louis dans l'est de la Côte d'Ivoire. Il était marié à une femme sénégalaise du nom de Gay Assiatou Suzanne, elle-même enfant d'une famille bourgeoise de son pays, le Sénégal, et père de 7 enfants. Décédé en juillet 2021, Bourg-Gustave a laissé derrière lui un nom à jamais dans les cœurs des habitants de l'Est de la Côte d'Ivoire et surtout d'une dynastie pour la famille Brou. Vous voyez toutes ces grandes personnes aller le rencontrer. Le Ouonien, Bédier, le président Bédier et son épouse. Mais vous allez constater la présence de 2 personnes qui jusque-là se regardent à chien de faïence. C'est-à-dire, vous avez le Pan Soro Guillaume et Dominique Ouattara. Ces 2 fréquentaient Bourg-Gustave, le fils, qui, je le dis, est important dans les prises de décision, des grandes décisions de la Côte d'Ivoire. Parce que l'Élysée ne décide rien sans consulter les grands commerçants. Et lui et sa famille sont incontournables dans les prises de décision. Et vous allez voir Soro Guillaume, le Pan Soro Guillaume, qui veut les gouverner, qui veut gouverner la Côte d'Ivoire, aller rencontrer Bourg-Gustave. C'est important. Et vous avez vu Dominique Ouattara, qui veut aussi gouverner la Côte d'Ivoire et voir ses descendants perpétuer leur pouvoir. Eh bien, vous allez la voir aux côtés de M. Bourg-Gustave. Et c'est en ce moment que vous allez comprendre que ce n'est pas aujourd'hui que Dominique Ouattara a décidé de prendre en main toute la filière du cacao. Et vous comprenez pourquoi elle déteste le président Laurent Gbagbo, qui a décidé, lui, couper avec tout ça et confier le cacao aux paysans. Confier le cacao aux paysans. S'il confie le cacao aux paysans, il dit, on ne va plus parler de pouvoir d'achat, sinon de prix d'achat. On ne va plus parler plutôt de prix d'achat, mais de prix de vente. Et donc, les 7 piliers du pacte social du président Laurent Gbagbo ont pour but de concéder l'autonomie à tous les Ivoiriens, à tous les niveaux. Vous voyez, quand on donnait la prime d'entretien aux planteurs, M. Bourg-Fulgence recevait la prime, mais pas 1000 francs, comme à l'hectare, je crois, comme 1000 francs selon leurs critères,
comme les Européens, mais ils recevaient 500 francs, c'est-à-dire la moitié. Et même quand le cacao était vendu à l'époque, les Européens achetaient à 4,62 francs, pendant que le vendaient à 4,62 francs, pendant que les Ivoiriens le vendaient à 2 et quelques, la moitié. Et quand ils enlèvent les frais de transport, tout ça, on arrive à pratiquement 1,50. Vous voyez? Donc ici, c'est important de comprendre que Dominique Ouattara et son époux influencent, comme Houphouët-Boigny a été influencé, ont une armée souterraine pour préserver leur pouvoir, leur mainmise sur le cacao ivoirien. Et ça, c'est important que vous le compreniez. Et c'est là que vous allez comprendre qu'il y a une armée souterraine qu'elle entretient en Côte d'Ivoire. Et donc, sa fondation, sa philanthropie ne cache qu'une armée souterraine, des enfants qui sont pris au berceau, comme cet enfant, pour menacer les générations qui viennent. Voilà pourquoi nous devons nous mettre autour du pacte social du président Laurent Gbagbo pour mettre fin à tout ça, à tout ce système. Vous voyez? Alors, écoutons, parce que ce ne sont pas seulement les enfants qu'elle maîtrise, elle maîtrise aussi les adultes. Allez écouter Amadou Coulibaly parler d'une histoire qui est liée à Dominique Ouattara. Puisque la personne qu'elle accuse est aujourd'hui son amie. Donc, écoutez ce dont parle ce dernier. C'est sous Laurent Gbagbo qu'on a brûlé des rédactions de journal. C'est sous Laurent Gbagbo qu'on a détruit des journaux. C'est sous Laurent Gbagbo que des journalistes ont été assassinés. Dont un dont on ne sait même pas où est le corps, André Kiffer. Alors, il nous parle ici de Jean Kiffer. Jean Kiffer, le président Laurent Gbagbo n'a rien à voir avec le cacao. Il n'a rien à voir avec le cacao. La preuve, il dit qu'il veut se dessaisir de tout ça pour confier le prix de vente aux planteurs. Ce sont eux qui doivent fixer le prix de vente et non le prix d'achat fixé par les Occidentaux. Donc, qu'est-ce qu'il a à voir avec Jean Kiffer? Lorsque Ouattara est venu, Ouattara a dit qu'il allait résoudre ce problème. Écoutez-le ici. Question sur le journaliste franco-canadien Guy-André Kiffer. Je voulais aussi vous poser une question sur le journaliste franco-canadien Guy-André Kiffer qui a disparu depuis 7 ans. Oui. Il enquêtait justement au moment de sa disparition sur la filière, sur la corruption dans la filière du cacao. Oui. Oui. La rumeur attribue sa disparition à l'entourage de Simone Gbagbo, l'ancienne femme du président Gbagbo, enfin la femme de l'ancien président Gbagbo. Est-ce que l'enquête a été relancée depuis votre arrivée au pouvoir? Tout à fait. Le juge Ramael est arrivé à Abidjan. Nous allons lui permettre d'avoir accès à tous les dossiers qui lui étaient interdits auparavant. Quel est votre sentiment sur cette affaire? Je n'ai pas de sentiment, j'attends que le juge fasse son travail. Bruno Darou? Non, on peut peut-être passer au G8. Quand je dis je n'ai pas de sentiment, c'est peut-être, je me suis mal exprimé, je veux dire plutôt que je condamne cet enlèvement, mais je n'ai pas de sentiment sur le travail du juge. Le juge doit pouvoir faire son travail de manière indépendante, ce qui ne lui a pas été autorisé par le passé, et nous allons le lui permettre. Et pourquoi Ouattara disait, oui, c'est les autres qui étaient assis sur les dossiers. C'est-à-dire, il parlait du président Laurent Gbagbo qui l'avait précédé, qui était assis sur les dossiers de Kiffer. Mais tu es venu. Le président Laurent Gbagbo a été envoyé en prison à la Cour pénale internationale. Pendant 10 ans, il n'a pas eu le temps d'ouvrir ce dossier. Pourquoi? Parce que c'est une guerre entre les chocolatiers. C'est une guerre entre les chocolatiers. Ce n'est pas seulement le seul qui est décidé, Jean Kiffer. Il y a Lamblay, dont Amadou Coulibaly aussi devait parler. Il y a Lamblay qui a été aussi éliminé. Mais le président Laurent Gbagbo n'a rien à voir avec le chocolat, avec le cacao. Parce que lui, il a décidé de rendre autonomes les agriculteurs. Vous voyez? Mais il faut comprendre que aussi bien au niveau le plus élevé, parce que Jean Kiffer avait décidé d'enquêter sur le chocolat, sur le cacao, sur la filière du cacao, il a été éliminé. Lamblay aidait le président, finançait, disons, payait ses impôts en Côte d'Ivoire. Donc il finançait l'État, il payait les impôts, parce que payer les impôts, c'est permettre à l'État de vivre. Et il a été éliminé pour cette raison.
Vous voyez? Donc, je voudrais vous dire ici que nous avons affaire à une armée souterraine. Les grands espions éliminent les grands personnages comme Jean Kiefer, comme Lamblin et autres. Ça, c'est à la tête. Mais au niveau des enfants, il faut vous rendre compte que Dominique Ouattara les prend au berceau. Donc, tous ceux qui fréquentent la fondation Children of Africa, eh bien, suivez ces enfants. Suivez ces enfants parce que le Burkina Faso a décidé de demander aux jeunes de venir s'inscrire partout où ils vont aller dans les universités pour qu'on suive leurs traces. Eh bien, suivez les traces de tous les enfants qui fréquentent la fondation Children of Africa. Parce que derrière cette fondation se trouvent des armées dormantes d'enfants du bas âge à l'âge adulte comme Bob le mannequin. Voilà ce que j'ai voulu faire ressortir ici après cette histoire sur le passeport d'Aïcha Koné. Je vous ai donné 2 feuilles de route. La feuille de route pour éliminer les Ivoiriens, mais cette feuille de route aussi pour permettre au système du cacao, des chocolatiers, de perdurer. C'est-à-dire, ils ne veulent pas perdre le pouvoir. C'est donc eux qui doivent décider et le cacao ne doit pas appartenir à nos paysans, mais le cacao doit appartenir à une minorité qui décide tout pour nous. Et ça doit prendre fin. Voilà le but de cette vidéo dominicale, pour vous dire de vous réveiller de votre torpeur et de nous associer tous, de nous mettre tous derrière le président Laurent Gbagbo, parce que nous partirons, mais elle prépare déjà des générations pour combattre nos enfants, nos descendants, qui vont se battre pour le droit et la justice. Donc maintenant, il est temps que nous prenions les choses en main pour que nos enfants puissent vivre heureux. Il faut que le combat s'arrête à notre niveau. Il faut que nous puissions procurer le bonheur à nos enfants comme les Européens l'ont fait, où nous allons tous, traversons les mers, nous mourrons dans les mers pour aller rejoindre leur pays. Mais il faut que nos pays aujourd'hui sous nous soient des oasis de bonheur, de paix. Et pour cette raison, il faut que la loi soit au-dessus de tous. Il faut bloquer les trusts et les cartels qui ont été mis sur pied par des personnes comme Dominique Ouattara. Et nous sommes choqués par l'insolence de jeunes Africains. En Afrique, on ne s'exprime pas comme ça. On appelle les gens de l'âge de nos parents tonton, tanti. Voilà, l'éducation est donnée au berceau. Et si vous voyez des enfants devenir comme ça, c'est que ce sont des enfants qui sont en train d'emprunter le chemin des terreaux. Et il faut mettre fin à ça. Sinon, le futur pour nous n'existera plus. Comme le dit le président Ibé, le président Gbagbo, eh bien, on ne pourra pas aller de l'avant. Il est temps que nous prenions le taureau par les cornes. Ce soir, je crois à 22h30, je vais vous parler de l'enfer et du Mahomet soutenu par Jésus et Mahomet. Parce que ce que je fais dans mes vidéos du soir pour les méditations, je laisse passer maintenant un jour parce que les gens ont tellement mangé du DDT ils réfléchissent moins. Donc, ils n'arrivent pas trop à mémoriser, à se concentrer. Donc, je fais un jour ci, un jour non, pour vous aider à mieux comprendre ce que je suis en train de dire. Ce soir, nous allons parler de ce filet, non pas la parabole, qui est jeté et on trie. On met les bons d'un côté, les mauvais poissons de l'autre, qui vont en enfer. Pour vous dire, qu'est-ce que je fais? Mon boulot, le boulot que je fais, c'est de faire en sorte que les écrits du Coran, qui sont en harmonie avec les saintes écritures des chrétiens, puissent permettre aux chrétiens et aux musulmans d'avancer. Parce qu'il faut comprendre que les hadiths sont des interprétations du Coran, comme le Talmud, l'interprétation de la Torah. Et bien de docteurs ont perdu beaucoup de personnes. Voilà pourquoi, qu'est-ce que je fais? Je prends des versets coraniques expliqués, mais qui sont en communion, en harmonie avec les textes bibliques. De telle sorte que je confirme les hadiths, pas les hadiths plutôt, je confirme les versets bibliques, les explications des versets bibliques, à travers les saintes écritures du christianisme. Parce que Dieu qui a envoyé des prophètes ne peut pas les opposer. Ce sont les hommes et leur science qui les opposent, mais pas Dieu. Donc, lorsque je vous fais une vidéo, je vous présente la vidéo des musulmans, en fait, c'est pour dire que c'est confirmé aussi
dans l'Église catholique, dans le christianisme. Voilà. Donc, tenez compte des vidéos que je fais passer, même si ce sont des vidéos qui ont des origines islamiques. Parce que c'est pour vous dire qu'on soutient cette même réalité dans le christianisme. Donc, ce soir, nous allons parler de l'enfer confirmé par Jésus, par les Saintes Écritures chrétiennes et par l'islam. Donc, nous allons en parler ce soir, à travers des faits. Merci et bon dimanche à tous.